Comment réagit-on à l'humour dans la publicité au Portugal? Que pense-t-on de la nudité dans la publicité en Suède? Que dit-on des allégations environnementales dans la publicité en Hongrie? Le Conseil de l'éthique publicitaire, instance associée de la RPP, a réalisé un comparatif de la perception de la publicité dans les pays européens. Alors faut-il plus d'autorégulation ou de législation en publicité? Est-ce qu'on régule localement? Est-ce qu'on réglemente globalement? Comment prend-on en compte les multiples variables structurelles, conjoncturelles de chaque pays, tout en garantissant une protection des consommateurs et en répondant aux préoccupations environnementales et sociétales? Bonjour, je suis Sophie Debusny, directrice de la communication de 6e Son. Et après avoir parlé d'empathie, de bien-pensance et de conformisme dans la publicité, je vous propose aujourd'hui de parler de l'avis Europe, autorégulation publicitaire et diversité culturelle du Conseil de l'éthique publicitaire. Je suis en présence de Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS, fondateur et directeur de la revue internationale Hermès et président du Conseil de l'éthique publicitaire depuis son institution en 2005. Bonjour Dominique. Bonjour. À mes côtés également Christine Albanel, vous présidez l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, la RPP, et à ce titre, vous êtes vice-présidente du Conseil de l'éthique publicitaire, instance associée depuis 2005, au dispositif d'autorégulation de la publicité en France. Madame Lénisis, bonjour. Bonsoir. Nous avons aussi avec nous Albert Asseraf, vous êtes directeur général communication et nouveaux usages de JCDecaux et membre du Conseil de l'éthique publicitaire, co-rapporteur de l'avis Europe, autorégulation publicitaire et diversité culturelle. Bonjour Albert, merci d'être avec nous. Bonjour. Et enfin Tudor Mandat, vous êtes en charge du développement de l'autorégulation publicitaire au sein de l'Alliance européenne pour l'éthique en publicité. Bonjour Tudor. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Ma première question s'adresse à vous, Dominique Volton. Vous avez souhaité initier ce comparatif européen qui a abouti à cet avis Europe, autorégulation publicitaire et diversité culturelle. Pourquoi était-ce important de faire ce comparatif ? C'est important parce que d'abord, les Européens, on n'est pas les seuls, mais quand même, on est très liés à la publicité. La publicité a une très mauvaise image dans quasiment tous les pays, européens, occidentaux ou pas. Et on sait très bien, nous, du point de vue de la recherche, que comparer, c'est quand même aider à penser. Donc si on compare, on peut avoir deux objectifs. D'abord, montrer que finalement, la publicité, c'est pas toujours la même chose et c'est pas reçu partout de la même manière. Donc les cultures existent. Donc ça veut dire que la différence culturelle, la diversité est importante, et d'avoir ce face-à-face entre les produits et les réactions des peuples. Deuxièmement, que les cultures sont pas les mêmes et que la diversité culturelle est réelle et que ces messages publicitaires, ils sont à la fois mondiaux, standardisés, mais aussi finalement assez adaptés aux différences culturelles. Et donc plus on essaie de comprendre comment les uns et les autres reçoivent ou refusent ou négocient la publicité, plus on comprend à la fois l'intelligence, la diversité. Et j'ajoute que dans cet exercice de comparaison, non seulement on voit les différences culturelles, mais surtout, c'est quand même une école un peu, disons pas de la tolérance, mais un peu du respect. Parce que ça veut dire que les pays d'à côté sont peut-être pas plus idiots que nous pour réagir de la même manière à la publicité qui est elle-même plus hétérogène qu'on ne le pense. On a intérêt à sortir du cadre national et à voir comment ça se passe à côté, parce que la richesse de la diversité est quand même un éloge de l'intelligence humaine. Voilà. Et aussi de l'intelligence de la bonne partie des produits de la publicité et de la communication. Alors, il ressort de cet avis 3 enseignements clés sur lesquels on va revenir. D'abord, que l'autorégulation a prouvé son efficacité, sans coûter un sou au contribuable, et le droit dur n'a aucune raison de se substituer à l'autorégulation. Ensuite, l'avis met en garde contre la tentation d'une régulation supranationale qui nierait la diversité culturelle européenne. Et enfin, l'avis encourage la RPP à faire la publicité de l'autorégulation, pour expliquer dans le débat public qu'elle est garante de souplesse et de réactivité, et donc d'efficacité. Christine Albanel, vous êtes à la fois présidente de la RPP, vice-présidente du Conseil de l'éthique publicitaire. En quoi cet avis du CEP est-il utile à la RPP ? Je pense que le CEP est là précisément pour réfléchir sur les grandes problématiques, pour prendre un peu de distance, pour éclairer et pour nourrir les décisions et les recommandations de la RPP. Donc là, je pense qu'il est complètement dans son rôle en se livrant à ce comparatif justement européen qui est en effet riche d'enseignements. Vous avez évoqué le fait qu'il montrait l'efficacité de l'autorégulation. Je voudrais juste dire que nous, en France, on est peut-être le seul pays européen où il faut lutter sans arrêt contre une tentation
politique, de légiférer encore davantage, d'inventer par exemple un organisme administratif, là où tous les autres pays démocratiques, et c'est évidemment vrai en Europe, ont fait le choix de l'autorégulation professionnelle. Parce qu'en France, on a toujours l'idée qu'il peut y avoir de l'entre-soi, de la connivence, et que rien n'est mieux que les pouvoirs publics. Et ce comparatif vient bien sûr apporter de l'eau au moulin de notre position et nous conforte dans notre politique et dans notre mission. Sur les enseignements que l'on peut en tirer, il y en a un, moi, qui me frappe quand même, qui est le fait qu'il y a un corpus de valeurs commun quand même à l'Europe. Évidemment, par exemple, l'environnement, l'écologie, etc., concerne tous les continents. Mais une certaine approche de la personne humaine, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, etc., qui sont des thèmes qui nourrissent les plaintes qui arrivent justement devant tous les jurys, c'est quelque chose peut-être de civilisationnel et c'est intéressant. À côté de ces points communs, il y a aussi des réactions extrêmement différentes. Et donc, l'on voit que dans une publicité pour de la restauration, pour des lieux de restauration, qui met en scène un poulet qui saute sur le ventre d'une vache, eh bien, il y a des réactions très diverses, selon que l'on prend cette publicité avec humour, ou selon que l'on la prend au premier degré, ce qui est, et je regrette un petit peu, ce que la France a fait. Et je dirais que le dernier point, c'est le dernier aussi enseignement, c'est de se dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on est mieux connu? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être réfléchissons à certaines décisions que nous prenons à la lumière de ce que font les autres. Et comment un effet être davantage connu? Ça, c'est intéressant de voir ce que fait par exemple l'ASA au Royaume-Uni, qui pratique le name and shame à grande échelle, qui se fait connaître, qui n'hésite pas de communiquer vraiment sur leur propre action, qui donne leur numéro de téléphone, etc. Très bien, ma prochaine question vous est adressée, Albert Acera. Vous avez aussi participé aux auditions et aux recherches sur cet avis. Il est indiqué que le Code de la Chambre de commerce international est à la base de l'autorégulation. Est-ce que cela signifie que tous les pays européens réagissent de la même façon ou est-ce qu'il y a des différences d'appréciation? Nous avons sollicité 6 organismes d'autorégulation européens afin d'avoir leur point de vue sur 4 plaintes que nous avons reçues en France, pour savoir finalement quelles seraient les réactions de chacun. Et sur des bases assez proches, on voit que les organismes ont eu des raisonnements différents, voire même des interprétations radicalement opposées. Alors je voudrais peut-être sur des aspects plus concrets, au titre de JC2Co. Alors ce qu'on observe en effet, c'est que nous sommes sur l'espace public, donc un espace que chacun considère comme commun et un peu à soi. Et donc, il faut reconnaître que l'on observe des réactions très différentes d'un pays et voire parfois d'une ville à l'autre. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de rappeler que nous avons plusieurs canaux pour obtenir des réactions ou des appréciations. Le premier, c'est l'organisme d'autorégulation. C'est donc un canal organisé, méthodique, et nous observons un certain nombre de choses. Et puis, il y a notre propre canal, qui est celui de notre messagerie communication. Et donc des gens s'adressent directement à nous, avec un certain nombre de plaintes, de réactions, d'appréciations. Et puis on a un troisième canal qui devient massif, c'est celui des réseaux sociaux. Et là, on observe immédiatement beaucoup d'agressivité, de réactions négatives et d'échanges parfois tout à fait absurdes sur des sujets qui ne sont pas toujours raisonnés. Alors, cela étant dit, une fois qu'on a ces 3 canaux, qu'est-ce qu'on observe ? Prenons l'exemple de la publicité politique. Elle est interdite en France, elle est autorisée dans d'autres pays. Donc évidemment, dès lors que la publicité politique est autorisée, elle va générer un certain nombre de réactions parce que les gens considèrent que si on n'est pas du même avis qu'eux, ce candidat n'a pas le même droit à la parole que les autres. Et on voit qu'en France, c'est assez intéressant, là où les publicités politiques sont interdites, on a des réactions nombreuses sur les unes de presse. C'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas de pub politique, il y a des unes de presse très politiques. Et là, les gens nous disent « mais vous ne pouvez pas afficher cette une, c'est pas sérieux ». Alors qu'il y a quand même la liberté de la presse qui doit être avant tout garantie. Donc tout ça pour dire qu'on observe des choses très variables selon les pays, sur la religion, le respect des minorités, sur la morale. Et c'est vrai que la France est parmi les pays aujourd'hui les plus contestataires sur tous ces sujets. Tutor Manda, je vais vous poser une question aussi sur ce qui vous a surpris. Vous avez, avec l'Alliance européenne pour l'éthique en publicité, contribué à cette étude comparative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui vous a... Tout à fait, oui. En ce qui concerne de ce qui m'a surpris, il y a 3 choses en relisant le cahier.
Le tout premier, c'est le fait qu'un SRO, ce qu'on appelle en jargon anglais Self-Regulatory Organizations, organisme d'autorégulation, c'est donné comme tâche de réaliser ce projet. Avoir un conseil d'éthique publicitaire, une instance associée qui s'attarde sur ces sujets, c'est vraiment pertinent pour nous aussi, pour pouvoir vraiment essayer de s'attarder sur ce comparatif. Nous avons 28 entités dans 26 pays européens. Les comparaître, c'est toujours difficile. Surtout, la plupart d'entre elles ne veulent pas se faire comparaître vis-à-vis des autres. Donc c'est très intéressant de voir la RPP qui s'est donné cette tâche et de se lancer dans quelque chose qui est particulièrement difficile. Ça, c'est le premier élément qui m'a surpris. Le deuxième, c'est les jugements préliminaires. Il faut le dire quand même, les jugements de la RPP sont ceux officiels. Ceux des autres pays, ce sont des jugements préliminaires. Les jurys ne se sont pas prononcés au même titre que le jury de la RPP. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que, par exemple, au Royaume-Uni, la plupart de leurs décisions sont rédigées d'un point de vue pragmatique, essayer de comprendre comment la publicité serait vue un peu sous vide. Chaque publicité, dans son propre aspect, sans vraiment le lier à d'autres publicités ou à sa campagne de manière générale. Comme si un consommateur le verrait pour la première fois et juste une fois. Un autre exemple, c'est le Portugal, que j'ai tenté d'analyser tous les éléments et de voir si il existe un équilibre, au final, entre, on peut utiliser des thèmes dialectiques, la thèse et l'antithèse, et de voir si, au final, il y a plus des éléments en faveur d'une autre, de la thèse ou de l'antithèse. C'est un peu une analyse un peu plus de va-et-vient, essayer de voir si cet équilibre pour cette publicité et toute sa campagne publicitaire est garanti. Un autre élément, et je finirai avec la France, je vous promets, je ne sais plus quelle publicité, il y avait je pense la première dans le cahier, qui est pour un cabaret masculin qui offre des striptease et pour des enterrements de vie de jeunes filles. Et évidemment, en Hongrie, il y a des législations spécifiques pour ce genre de publicité, tout ce qui est atteinte à la pudeur, etc. Et donc, ils regardaient vraiment non seulement l'image, mais comment certains mots peuvent être compris par des enfants, par des adolescents, par des jeunes adultes, etc. Et enfin, c'est qu'en France, il y a toujours une analyse un peu sociologique derrière, un peu philosophique, essayer de trouver, Madame la ministre avait mentionné comment, par exemple, des éléments de la liberté d'expression ou les droits de l'humain sont respectés dans ces publicités. Et enfin, troisième chose, c'est ce cahier s'inscrit vraiment dans une tendance d'essayer de accroître la confiance de manière générale dans le système publicitaire et aussi dans le système d'autorégulation publicitaire. Merci beaucoup. Dominique Volton, en préambule à cet avis, vous avez écrit une tribune dont le titre est « L'Europe ou la contradiction permanente entre standardisation et valeur ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est pas seulement valable pour les industries de la culture et de la communication, c'est valable pour d'autres, mais là c'est particulièrement vrai. Il y a un conflit, si vous voulez, les différences culturelles sont gigantesques dans les 27, 28, 30, peu importe la définition de l'Europe qu'on prenne, mais c'est encore vrai si on prenait l'Amérique latine, l'Asie, le Proche-Orient. Et en même temps, les industries, ces mêmes industries, les cultures sont différentes, mais les industries sont pas toujours mondiales, mais souvent mondiales. Les industries de la com, de la pub, etc. Et c'est intéressant de voir jusqu'où est-ce qu'il peut y avoir mondialisation, standardisation, rationalisation, et à partir de quand il faut quand même tenir compte des points de vue langagiers, historiques, religieux, politiques. Et plus on connaît les différences culturelles, plus ce conflit, qui est un conflit nécessaire et indispensable, peut être vécu plus ou moins pacifiquement. Si on ne sait pas la diversité culturelle qu'il y a en face des produits internationaux, au bout d'un moment, il y aura des clashs, c'est la révolte contre la pub, contre la com, parce qu'on met tout ensemble. Et on rend tout ce qui facilite les relations entre les individus ou les entreprises, c'est mauvais. Donc ça, cette vision radicale et classique est d'autant plus forte qu'on ne connaît pas comment les pays réagissent différemment au fait culturel de la com ou de la pub. C'est pour ça que dès qu'on fait du comparatif, on voit que c'est tellement différent que par définition, on ne recevra pas les messages de la même manière. Et c'est probablement ça la plus grande loi des recherches qu'on fait depuis un siècle, c'est que le même message adressé à tout le monde n'est jamais reçu de la même manière. Et la richesse de ces industries culturelles, c'est bien ce conflit entre... On essaie de faire des produits mondiaux, ça marche parfois, mais au bout d'un moment, ça tombe sur des différences culturelles. Et sur tout ce qui concerne le numérique, c'est un bon exemple. Pour l'instant, on est dans une mondialisation du numérique, encore accentuée par l'arrivée du président Trump. On s'imagine que le monde entier va finalement être totalement numérisé. Et naturellement, dès qu'on va fouiller un peu les différences culturelles avec la pub et avec la religion et avec le rapport à la tradition, à la modernité, au patrimoine, puis on va s'apercevoir qu'évidemment, ça va pas marcher. Les industries de la pub, de la com, de tout ce qui tourne autour de l'information culturelle et politique, elles sont indispensables pour amortir
la standardisation et la rationalisation. Voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une contradiction entre... Ce sont des industries, c'est comme l'automobile, c'est comme le textile, elles sont très attirées vers la standardisation et la mondialisation. En même temps, elles se heurtent à la diversité. Et jusqu'où est-ce qu'on peut gérer pacifiquement ce conflit pour éviter, je pense, qu'il devienne violent. Comprenons que l'autre ne me ressemble pas. Je ne suis pas supérieur à lui parce que je ne fonctionne pas de la même manière et réciproquement. Mais c'est quand même intéressant de voir les rapports au sexe, les rapports à la religion. On l'a bien vu avec le retour du terrorisme, la question de la politique, la question des rapprochements entre les formations de droite et les formations de gauche. Bref, dès qu'on regarde, tout est différent. Et d'ailleurs, ce que je peux dire, si je fais une métaphore rapide, on a compris en un siècle à peu près que l'écologie, c'est l'obligation de respecter la diversité biologique de la nature, etc. On n'a encore pas compris que la communication au sens large, c'est le respect des différences culturelles. Il faudrait bien qu'on arrive à respecter. Pourquoi on respecte la diversité de la biologie d'une part et d'autre part de l'écologie? Pourquoi est-ce qu'on ne veut absolument pas respecter la diversité de la pub ou de l'information, de la culture, de la communauté? Donc moi, j'agis comme chercheur dans cette direction. Comparons, ça ne garantira rien, mais quand même, et faisons confiance au droit souple pour s'apercevoir que c'est pas forcément pire que les États. Il y a un grand nombre de parties prenantes que vous mentionnez dans cet avis et qui ont tous des intérêts assez différents, les pouvoirs publics, les médias et évidemment les marques. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à ces marques? Vous les décrivez très bien comme étant très différentes en fonction de si elles sont très globales ou plus locales. Aujourd'hui, quand on lit cet avis, qu'est-ce qu'on a envie que les marques elles retiennent? Parce que vous parlez aussi de la créativité, de comment ça peut lisser ou pas, au contraire. Qu'est-ce qu'on a envie de leur faire passer comme message? Aujourd'hui, il y a des prises de conscience sur tout un certain nombre de problématiques. Donc, il ne s'agit pas de faire comme si on était hors sol. Les marques sont là pour vendre des produits. Et évidemment qu'elles ne vont pas aller agresser des opinions, des attentes et des aspirations qui ont changé. Mais je pense qu'il y a effectivement ces attentes, ces prises de conscience. Mais il y a aussi une envie de ce que j'appellerais un bouger. C'est-à-dire qu'on a envie par moment de faire un pas de côté. Et même des gens bien pensants et tout ont envie et vont être attentifs aussi à ça. Donc je souhaiterais que les marques n'oublient pas cette règle extrêmement importante et qui fait quand même la valeur de la communication et de la publicité, qui est la capacité à surprendre, parfois à choquer, à faire rire, à faire sourire. Voilà. À être mémorable surtout aussi pour les consommateurs. Oui, exactement. Et à être mémorable pour les consommateurs. Parce que c'est ça dont on se souvient, en fait. Peut-être un mot sur le sujet, parce que nos travaux ont montré une chose, c'est que à peu près partout, comme vient de le dire Christine Albanel, il y a une vraie tendance pour des publicités plus respectueuses, plus éthiques et plus en ligne avec le temps du moment. En revanche, on voit bien qu'il y a des pays où on rentre par le prisme du consensus et d'autres pays où on rentre par le prisme de la différence. C'est-à-dire comment je vais faire pour faire une publicité différentes qu'on va remarquer. Et les Anglais, pour ça, par exemple, ont maintenu un niveau d'humour dans leur publicité qui est très grand, alors qu'on observe que en France, par exemple, et dans d'autres pays, le consensus est devenu tel que finalement, les publicités deviennent trop lisses au regard de leur objectif, quand même, d'impact, d'efficacité et de différence. Une chose que je rajouterais, c'est pour les marques grandes ou petites ou moyennes, c'est de prendre contact avec les instances comme la RPP en France. Comme j'avais dit, il y en a 28 dans les 26 pays européens, de prendre contact avec elles. Elles ne font pas que juger des publicités après coup, s'il y a une plainte ou s'il n'y a pas de plainte. Elles jugent aussi des publicités après diffusion et tout au long de la création publicitaire. Pour donner un peu une idée si la publicité serait bien reçue par le consommateur ou pas. C'est pas une garantie de responsabilité, que la publicité soit éthique ou pas, mais c'est une analyse confidentielle qui n'est jamais publiée, elle est simplement envoyée à la marque, et de dire, oui, écoutez, il y a certains éléments qui doivent être changés ou il n'y a aucun élément qui doit être changé par la suite. Et ça permet aussi à la marque de comprendre un peu mieux quel genre d'humour est respecté, quel genre de risque est-ce que je peux prendre, et ça permet aussi pas de garantir, mais ça aide à créer un espace pour la créativité de manière générale. D'un mot sur le rôle des marques, oui, elles n'assument pas assez leur responsabilité de rupture. Parce que quand on voit les médias, les agences de publicité et les marques, l'acteur qui a de l'argent, ce sont les marques, évidemment. Alors, on est dans une évolution de la société où la somme des droits et des revendications fait qu'il y a un conformisme absolu. On ne peut rien dire sur les hommes, ni sur les femmes, ni sur les petits, ni sur les gros, ni sur les enfants. Bon. Donc, résultat, standardisation maximum.
Et la pub a essayé de résister, mais c'est vrai qu'ils sont pas très puissants finalement, les acteurs de la pub. Et c'est les marques elles-mêmes qui sont trop puissantes. Et d'une certaine manière, c'est pas aux marques de faire la rupture culturelle ou révolutionnaire, bien sûr que non, mais elles pourraient quand même assumer un peu plus. Après tout, c'est eux qui ont l'argent, la puissance, elles la revendiquent souvent au niveau mondial. Et elles se faufilent, je trouve, avec trop de facilité dans une espèce de consensus, alors que ça ne coûterait rien d'être un peu plus mal élevée ou insolente. Justement, parce qu'elles sont les grandes marques, elles peuvent se le permettre. Elles font le raisonnement inverse. Plus on passe inconnu, mieux c'est. Et je trouve que les marques sont trop intéressées. En fait, elles sont trop intéressées par leur puissance financière, ce qui est normal. Elles ne sont pas assez intéressées par ce qu'elles peuvent apporter de leur puissance créative, y compris de contestation. Voilà. Et c'est vrai que je pense. Maintenant, la deuxième chose à dire qui ne dépend pas des marques, c'est qu'il faut lutter sans cesse contre ce conformisme qui, soi-disant, est progressiste et qui est un conformisme épouvantable, quoi. Les pays occidentaux sont vraiment menacés. Le wokisme, il l'a mis en scène notre cher président des États-Unis, mais il n'y a pas que le wokisme, il y a l'écologie. Enfin, si on prend tous les combats politiques, ils sont devenus tellement idéologiques que vous ne pouvez rien dire, si ce n'est être condamné comme un conservateur et actionnaire. Donc, les gens de la pub et de la com sont pas forcément des génies, mais ils ont un peu plus d'humour. Il faut les laisser faire ce travail. Il faut surtout dire aux politiques qu'il faut qu'ils arrêtent de courir après la normativité, parce que ils n'en sortiront pas. Même, si je puis dire, le paradoxe d'ailleurs, c'est que même si tout le monde demande de la répression, une répression molle ou un conformisme mou, en définitive, tout le monde cherche le moment où ça va être de la disruption. On n'a qu'une envie, c'est un peu de liberté. Donc si tout le monde s'y met un peu et les marques en premier avec une espèce... Nous avons une responsabilité sociale et culturelle, mais ça ressemble un peu à ça. On a le droit de rire, ça s'invente tout ça. Mais c'est un style qui serait, je trouve, plus léger. Et puis si tous les pays le font pas, c'est pas grave. L'Italie commencerait bien à le faire, on pourrait le faire avec la France. Les Britanniques, qui sont des spécialistes du triple niveau, sont des maîtres là-dedans, etc., etc. Puis après arriveraient les autres. Et alors, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure qui est à mon avis important, ce comparatif. On peut pas le faire avec trop de profondeur parce que ça demanderait des moyens financiers, mais il permet de voir jusqu'où est-ce que ce qu'on appelle la culture européenne existe. Et pour l'instant, on est 27. On a été 28, on sera peut-être un jour 30, 32. Mais c'est important, via ces industries culturelles de la communication, de comprendre jusqu'où il y a ces points communs qui font l'Europe élargie, et à partir de quel moment on bascule dans un autre univers culturel. Et toutes ces comparaisons sur la pub, la com, permettent de voir jusqu'où il y a cet esprit européen qui existe, puisqu'il n'y a pas de frontières physiques à l'Europe. Il y a une frontière mentale, culturelle, et naturellement, c'est l'esprit européen. Et cet esprit européen, il va souvent beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et je trouve que ce serait quelque part aussi un facteur d'émancipation, de s'apercevoir que oui, il y a des différences en Europe, mais ces différences, elles sont intéressantes par rapport à d'autres parties du monde. Voilà. Merci beaucoup. On a en même temps bouclé la boucle avec le premier avis du CEP qui a fait l'objet du premier podcast sur la bien-pensance et l'empathie en publicité que je vous invite à réécouter. Merci à tous les quatre pour votre participation et merci à vous qui avez écouté ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez lire l'avis Europe, autorégulation publicitaire et diversité culturelle sur le site du Conseil de l'éthique publicitaire, cep-pub.org. À très bientôt.